11 mars 2024, le Conseil d'État classe la France insoumise comme le Parti communiste d'ailleurs à gauche. 4 février dernier, soit la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur étiquette la France insoumise à l'extrême gauche, cette fois une première depuis la création du parti mélenchoniste. Aussitôt, Jean-Luc Mélenchon et les membres de son parti ont récusé ce qualificatif, arguant qu'il était porteur d'une connotation disqualifiante et malhonnête, alors que des scrutins majeurs se profilent. Si certains accusent les partisans de LFI de s'éloigner de l'ordre républicain et de surfer sur un certain communautarisme, d'autres en revanche rappellent que leur programme et leur positionnement politique restent dans la droite ligne du socialisme réformiste. Alors la France insoumise est-elle de gauche ou d'extrême gauche? Où se situe la lisière qui sépare ces deux espaces? Et plus encore, qu'est-ce que l'extrême gauche? Deux invités ce soir pour tenter de nous répondre, pour en débattre du moins. Gilles Candard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des gauches et membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès. Face à vous, Sylvain Boulouc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des gauches également, auteur de Communisme et syndicalisme dans la France entre l'entre-deux-guerres, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Vous avez un bloc extrême gauche, un bloc de gauche, un bloc d'hiver, un bloc centre, un bloc de droite, un bloc extrême droite. Et on a fait passer la France insoumise du bloc de gauche au bloc extrême gauche. On prend un faisceau d'indices, et parmi ce faisceau d'indices, on a reconnu 3 éléments. Le premier, c'est qu'il y a quand même, depuis l'été dernier, chez la France insoumise, une remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, de l'autorité parfois des médias qui sont accusés de parti pris. Et puis, il y a ces accusations systématiques de la police tue, etc. Vous voyez bien que depuis l'été dernier, il y a une évolution vers une forme de radicalité, parfois des appels à la désobéissance civile. Le deuxième sujet, le deuxième point qu'on a pris en compte, c'est quand même une forme de désalliance aussi au sein du bloc de gauche, avec la France insoumise qui appelle à sanctionner notamment le Parti socialiste, qui monte des listes contre la gauche traditionnelle. Et puis, troisième argument qu'on a pris en compte, on peut considérer que la France insoumise s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines, en donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société, aux aspects identitaires. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on l'a classé à l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il s'exprimait sur BFM TV. Est-ce que vous êtes d'accord, Gilles Candard, avec le positionnement qui a été établi par le ministère de l'Intérieur, d'abord, repris ensuite par le ministre de l'Intérieur lui-même? Alors, il y a deux choses. Gauche, extrême gauche, on peut toujours discuter. On va le faire d'ailleurs. Oui, nous allons le faire. Extrême gauche n'est pas forcément en soi quelque chose de péjoratif. De par le passé, on s'est parfois réclamé de l'extrême gauche. Quand je dis on s'est réclamé de l'extrême gauche, c'est parfois des gens qu'on ne situerait plus du tout aujourd'hui parmi les extrémistes. Il y a eu sous la Troisième République un groupe de l'extrême gauche à la fin du 19e siècle qui a été présidé par des gens comme Georges Clemenceau, qui est le modèle de tous les ministres de l'Intérieur qui se succèdent Place Beauvau, ou Louis Blanc, ou d'autres qui ont été ministres dans des gouvernements républicains. Bon. Donc, en soi, je vois, effectivement, on peut se dire, qu'est-ce qui irait de choquant à mettre quelqu'un à l'extrême gauche? Mais mettre en 2026 la France insoumise à l'extrême gauche, alors que depuis des années, on l'a située à gauche, mettre le Parti communiste et donc aussi Europe Écologie d'ailleurs à gauche, avec le Parti socialiste, ça me paraît une position baroque. Et là, dans le commentaire que j'ai entendu du ministre de l'Intérieur, je trouve qu'il apporte des arguments qui sont discutables, qui sont évidemment, il a le droit de les penser, de les exprimer. Mais on est dans le débat politique et je pense qu'évidemment, la France insoumise est fondée à lui répondre et à demander au Conseil d'État de dire le droit, afin que les choses soient claires. Parce qu'effectivement, la France insoumise a déposé une plainte au Conseil d'État. Sylvain Boulouc, alors est-ce qu'en 2026, votre position est baroque, puisque vous pensez vous-même que la France insoumise mérite cette étiquette de parti d'extrême gauche? Oui, mais pas forcément pour les raisons qu'évoque le ministre de l'Intérieur. Donc, Lesquelles alors? Alors, déjà, il faut prendre l'étiquette extrême gauche dans la bouche du ministre de l'Intérieur. C'est une étiquette plutôt infamante. Moi, je le prends comme une étiquette historique et comme un positionnement historique. Si on reprend les différents stades de ce qui a pu être l'extrême gauche, Gilles vient d'évoquer qu'il y avait eu sous la troisième des gens qui sont après devenus
pour faire d'un mauvais esprit, d'extrême centre, on va dire, comme Clémenceau, qui ont siégé à l'extrême gauche. L'extrême gauche, réellement, historiquement, apparaît, on va dire, au tournant des années 1920 avec la naissance du Parti communiste, et on a eu tendance à classer à l'extrême gauche tout ce qui était à gauche du Parti communiste, à partir de 1936, pour être plus précis, puisque jusqu'en 1936, le PC était considéré comme d'extrême gauche. L'expression est restée valable jusque dans les années 70-80, puisqu'on avait tous les groupes trotskistes, maoïstes, etc., qui étaient à la gauche du Parti communiste et qui étaient qualifiés d'extrême gauche et qui se revendiquaient comme tels. Les choses ont changé avec la fin de l'URSS et le fait que le communisme ne soit plus aussi important. Cela étant, le Parti communiste existant toujours, on peut considérer que ce qui est à la gauche du PC est encore d'extrême gauche. C'est ce que disent, c'est ce qu'affirment même beaucoup de politistes aujourd'hui, est considéré d'extrême gauche comme l'ensemble des partis, des groupes, des organisations à gauche du Parti communiste. Mais il y a eu entre-temps des évolutions sémantiques. C'est-à-dire qu'avec la chute du mur de Berlin, on est passé, pour qualifier une partie de la gauche anticapitaliste, à la gauche antilibérale. Ça a été un peu le cas jusqu'à 2005, au moment du non-référendum. C'était le nom de gauche antilibérale. Après 2005, cette gauche est devenue une gauche qu'on a appelée radicale. Alors le terme est un peu fourre-tout parce que le gauche radicale, on pouvait aller du NPA, qui était encore la Ligue communiste révolutionnaire, jusqu'à le parti de gauche, donc qui est une des composantes de la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise en tant que telle est plus à gauche que le Parti communiste. Donc c'est un des arguments sur un plan historique qui me fait justifier cette position, non pas avec les mots du ministre de l'Intérieur, mais sur l'analyse et le continuum de ce qui a pu se passer depuis un siècle. Donc la variable première, la vôtre en tout cas, Sylvain Boulouc, au regard de l'histoire, c'est d'abord et avant tout le positionnement par rapport au Parti communiste. On pourrait arguer que c'est une question d'ailleurs pour vous, Gilles Condard, que le PC c'est simplement droitisé. Et si la France insoumise est restée statique, alors est-ce qu'elle mérite, c'est une question là aussi, est-ce qu'elle mérite d'être qualifiée comme parti d'extrême gauche? Je ne suis pas sûr que le Parti communiste se sente moins à gauche que la France insoumise. On peut dire qu'il est dans une logique peut-être actuellement davantage de rassemblement, parce que, bon, sans doute, effectivement, compte tenu de l'état de ses forces, il a besoin de faire des alliances. Il fait parfois des alliances avec les écologistes, plus souvent avec les socialistes, mais aussi, dans un certain nombre de cas, avec la France insoumise. Donc, utiliser l'argument que LFI serait sur certains sujets plus à gauche que le Parti communiste ne me semble pas, à l'heure actuelle, être encore démontré. Au fond, tous les deux manifestent un certain attachement, je dirais, à une économie un peu dirigée, avec un fort programme social, avec une planification démocratique, etc. Il n'y a pas d'énormes différences sur le plan doctrinal entre la France insoumise, où il y a beaucoup d'anciens militants, soit socialistes, soit trotskistes, soit parfois venus aussi du Parti communiste, et le Parti communiste français, ou d'autres courants de gauche ou d'extrême gauche. Donc la classification, il y a donc celle de Laurent Nunez, il y a celle de Sylvain Boulouc qui vient d'être donnée. Bon, ce sont des classifications intéressantes sans doute, mais qui toutes les deux me paraissent pouvoir être remises en question. Et donc je suis un petit peu surpris que brusquement, comme ça, le ministre de l'Intérieur change ses règles, en quelque sorte, enfin sa classification, pour des élections municipales où il va y avoir justement, de toute façon, énormément de listes d'union, pas forcément toujours au premier tour, mais souvent au second tour. Sylvain Boulouc, votre réaction, et après je reviendrai à la charge, Gilles Condard, sur la définition de ce qu'est l'extrême gauche. Alors, il y a plusieurs choses. Si on laisse de côté la définition faite par le ministre de l'Intérieur, il y a aussi tout le travail théorique extrêmement important avec des clins d'œil historiques. La dernière brochure, le dernier texte signé par Mélenchon, Guettet, Bompard et Panot, qui s'appelle « Comment faire ?» Vous voyez là aussi la référence à Lénine
planning, donc, ou texte que faire, marque un certain nombre d'indicateurs qui permettent de qualifier le programme de LFI de nettement plus à gauche que celui du PC. Quand on compare les deux programmes, ça c'est indéniable. La deuxième chose, le PC ne parle plus de révolution. Une des expressions phares de LFI est la révolution citoyenne. Il y a dans le programme de LFI un certain nombre d'éléments. L'appel à une constituante, donc à une 6e République qui est en rupture avec la 5e République. Alors ça, c'est pas quelque chose de forcément nouveau pour LFI, mais il y a une rupture très nette, avec un refus dans ce programme que les anciens députés siègent dans cette constituante. Donc on est quand même dans une définition et une redéfinition du politique, parce qu'il y a un certain nombre d'autres éléments qui redéfinissent le politique, qui sont en rupture complète et qui, bon gré mal gré, se rapprochent des programmes de l'extrême gauche, tel qu'on a pu les lire. Avec cette nuance, c'est comme il reste un certain nombre d'autres groupes d'extrême gauche, comme le NPA, enfin les NPA maintenant, plus lutte ouvrière, plus révolution permanente, la discussion peut être compliquée. Dans les pratiques militantes, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments communs qui soient de l'ensemble des groupes que je viens d'évoquer, y compris LFI. Sur le programme, c'est intéressant, Gilles Candard, parce que en retour, beaucoup de personnes, et notamment membres de la France Insoumise, qui refusent l'étiquette d'extrême gauche pour leur propre mouvement, arguent du fait que le programme de la France Insoumise n'est pas d'extrême gauche, qu'il correspond dans le fond à ce que, d'ores et déjà, dans les années 70, le Parti socialiste, allié au Parti communiste, établissait, et qu'il n'y a pas de grande évolution de fond. À l'époque, on ne parlait pas d'extrême gauche, on parlait d'un programme de gauche. Oui, et encore une fois, si à la limite, on avait toujours mis la France Insoumise à l'extrême gauche depuis qu'elle existe, bon, je pourrais davantage l'entendre. Mais sur le programme, alors si on s'intéresse au programme, donc je veux répondre sur le programme. Effectivement, moi j'ai le souvenir du programme commun ou des envolées de François Mitterrand lorsqu'il disait que pour être socialiste, il fallait au moins accepter la rupture avec l'ordre établi. Et quand il y avait les campagnes des années 70 jusqu'en 1981, avec un programme de nationalisation très étendu, parfois même aussi une remise en cause des alliances internationales. Après tout, le maintien du Parti socialiste dans l'international socialiste avait été adopté à une courte majorité au début de l'histoire du Parti socialiste. On entendait quand même un discours aussi bien chez les socialistes, et évidemment a fortiori chez les communistes, dans les années 70 et 80, qui apparaissait comme étant beaucoup plus en rupture avec, je dirais, à la fois les habitudes parlementaires, mais surtout, je dirais, le positionnement économique ou social de la majorité ou même de ce qui se passait dans beaucoup d'Europe avec des gouvernements sociaux-démocrates. Et à l'époque, je disais à l'époque, vous savez, les ministères de l'Intérieur, ils ont toujours fait un petit peu comme ça, parce que je me souviens bien de Jacques Chirac parlant des communistes et de leurs alliés socialistes du programme commun, en insistant sur l'insolence pour qu'on comprenne que les socialistes étaient en fait des auxiliaires du Parti communiste. Mais justement, donc, si on compare... On est dans un jeu de cette nature. Si on compare ce programme commun, donc le programme d'union de la gauche dans les années 70, au programme de la France Insoumise aujourd'hui, comment établir cette comparaison, Sylvain Boulouc? Est-ce que le programme de la France Insoumise vous paraît plus à gauche, plus à droite que celui du programme commun? Là, la réponse est quasiment impossible terminologiquement, enfin de programme à programme, dans la mesure où le monde a complètement changé. Il y a une donnée fondamentale le marqueur, par exemple, des nationalisations. Non, il y a une autre donnée fondamentale qui était l'existence de l'URSS, qui déterminait un nombre d'alliances et de rapports à gauche qui était extrêmement important, y compris avec l'extrême gauche quand elle existait, donc les trotskistes, les maoïstes ou les anarchistes, qui faisait que c'était la politique internationale vis-à-vis de l'URSS était un élément déterminant. Ils sont incomparables, donc, ces programmes. Alors, ils sont comparables sur certains points sur la question des nationalisations, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont totalement nouveau. Toute la question écologique, de la planification écologique qui n'a rien à voir avec la planification industrielle dont se revendiquait le programme commun. La question des nationalisations, de la gestion des nationalisations n'est plus la même. Un autre thème très intéressant dans le programme de LFI, c'est toute la réflexion qu'ils mènent autour du communalisme. Communalisme, terme qu'ils ont emprunté à un libertaire américain qui s'appelait Murray Bookchin, qui veut redonner... Alors,
avec des nuances, puisqu'ils ne sont pas du tout ils sont pas libertaires sur cet aspect-là, avec des nuances parce qu'ils veulent quand même que le pouvoir ne leur échappe pas. Mais vous avez cette dimension fédérale des communes qui est intégrée dans une partie du programme de LFI. Et dernière chose, j'en reviens à ce texte parce qu'il est vraiment important à mon avis, c'est que ce Comment faire dit tout ce qui s'est passé avant, c'est fini, il faut qu'on arrive à redéfinir du politique, à redéfinir le politique autrement, par rapport aux vieux partis et par rapport aux vieux messages qui pouvaient exister. Donc je pense qu'on est aussi dans une nouvelle ère qui fait qu'il y a une redistribution des cartes et une redistribution de l'espace politique dans lequel LFI, avec une formule qui est absolument magnifique, qui dit un pied dedans, un pied dehors, LFI joue sur les deux tableaux, ce qui leur permet d'être par moment du côté de l'extrême gauche, d'un autre moment, d'apparaître comme un parti de type réformiste plus classique. Comment analysez-vous, Gilles Condard, cette ambiguïté décrite par Sylvain Boulouc et cette ambiguïté notamment de positionnement comme un pont entre une gauche peut-être plus extrême d'un côté et une gauche plus réformiste de l'autre? Qu'il y ait des différences au sein des gauches, oui, aujourd'hui comme hier. Mais sur la position de LFI, la position de LFI, moi, me rappelle un peu ce qu'on fait parfois. Alors effectivement, en général, la partie de la gauche qui essaye de capter le plus, disons, les aspirations à un changement radical ou un changement important. Les communistes savaient aussi très bien gérer leur municipalité et en même temps agiter, disons, l'espoir d'une société radicalement différente, les soviets partout, etc. Les socialistes, à l'époque de Jaurès et Gued, sont aussi à la fois au niveau parlementaire, souvent dans des logiques d'alliance républicaine avec les radicaux pour faire passer, je ne sais pas moi, la séparation des églises et de l'État ou le droit à la retraite, enfin les premières retraites ouvrières ou d'autres, ou la diminution du temps de travail, d'autres réformes. Et ils sont porteurs auprès de leur électorat d'une espérance révolutionnaire qui va beaucoup plus loin. Et ce que Sylvain dit, à mon avis, très, très justement sur, disons, les innovations qu'apporte la France insoumise, pour moi, mais c'est peut-être aussi une différence d'âge, me fait beaucoup penser à ce qu'ont fait Mitterrand et les socialistes après 68, où on voit bien qu'ils ont réussi à capter une bonne part de l'esprit un peu contestataire, de nouvelles revendications sur le cadre de vie, sur le féminisme, etc. Enfin, lorsque François Mitterrand et d'autres font des séminaires ou font travailler dans leur club d'études des gens comme Gisèle Halimi, qui sera députée socialiste apparentée, ou prennent effectivement des nouveaux thèmes sur effectivement le droit à l'avortement, l'égalité pour les LGBT, enfin à l'époque on disait plutôt les homosexuels, maintenant on dirait les LGBTQI, etc. Il y a cette volonté effectivement d'être associé à tout ce qui se passe dans la société et en même temps le porter sur le plan politique. Alors, LFI le fait à sa manière, une manière avec laquelle on peut ne pas être toujours d'accord. Il y a d'autres manières de faire à gauche, mais si vous voulez, j'ai pas l'impression que LFI sort, disons, du champ politique traditionnel de la gauche quand elle fait à sa manière ce travail. L'une des manières, par ailleurs, Sylvain Boulouc, de définir l'extrême gauche, c'est peut-être aussi le rapport de cette extrême gauche aux élections, à la voie légale pour accéder au pouvoir. Or, la France insoumise, peut-être, respecte aussi le jeu des élections, est imbibée, en partie du moins, d'une culture républicaine. Nous, des alliances pour les municipales, ils sont pleinement dans ce jeu, non? Alors, sur les alliances pour les municipales, là, il y a eu une évolution, puisqu'on voit sur les prochaines élections, on voit que LFI va seul. Sur le jeu parlementaire, il y a un double niveau de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a, alors, je vais renvoyer une très très vieille brochure que plus personne ne connaît, qui s'appelait Les bolcheviks au Parlement tsariste, d'un certain Badaïev, mais il y a... De quoi s'agit-il alors pour nous éclairer? Alors très 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 simplement, c'est que avant 1917, mais chez certains militants LFI, il y a cette culture-là qui est encore prégnante, au moins chez le principal représentant. Ça détermine pas mal de choses quand même. On va utiliser le Parlement et le travail parlementaire pour en faire une tribune. C'est exactement ce que peuvent dire Lutte ouvrière,
alors, sans avoir d'élus, mais c'est exactement ce que font Lutte ouvrière, les NPA ou Révolution permanente, se servant des tribunes électorales pour faire passer des messages. Ce que vous dites, pardonnez-moi pour clarifier les choses, ce que vous dites en creux, c'est que le style aujourd'hui des députés LFI à l'Assemblée nationale participe de cette stratégie d'utiliser leur siège comme des tribunes parlementaires. Il y a les deux dimensions, parce qu'il y a aussi un réel travail, ils sont un réel travail parlementaire. Mais il y a une dimension, tribunicienne n'est pas le bon terme, mais il y a une dimension démonstrative, on pourrait dire pratiquement plébéienne ou dans le sens de l'expression, qui est de vouloir utiliser réellement le Parlement à des fins autres que le travail parlementaire. Mais c'est parce que ça correspond à des formes historiques anciennes qu'on ne retrouve pas dans d'autres formations politiques de la même manière. C'est-à-dire qu'on prend le travail parlementaire d'un Blum ou du groupe socialiste entre les deux guerres ou par la suite, on ne retrouve pas du tout la même chose. Il y a ça, bien sûr. Gilles Candard, les gauches sont diverses, nous sommes d'accord. Sur ce style parlementaire, et c'est peut-être aussi un argument qu'on observe beaucoup dans la presse dernièrement, ces derniers jours, pour justifier, entre guillemets, du fait qu'LFI serait d'extrême gauche, c'est notamment ce style typique que l'on retrouve au cours de la dernière législature à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais ça, on peut avoir l'appréciation qu'on veut sur Mais en tant qu'historien, vous avez vu cette évolution au long cours. En tant qu'historien, alors Sylvain vient de parler de finalement un petit peu des traditions bolcheviques qui ont existé en France. Le Parti communiste français, il a à la fois un pied, je dirais, du côté des 21 conditions d'adhésion à l'international, du bolchevisme léniniste, mais il y a aussi un pied dans la tradition républicaine, de gauche rurale, un peu d'extrême gauche française, mais d'extrême gauche républicaine. Et avant, c'était davantage, effectivement, les socialistes qui portaient. Mais si vous voulez du chahut à la Chambre des députés, sous la Troisième République, vous en avez eu. Des députés qui s'agressaient, qui se battaient à l'Assemblée, vous en avez eu. Jaurès, il est frappé par un député nationaliste. Il y a des duels qui se déroulent parce qu'il y a des échanges trop vifs à l'intérieur des députés. Donc c'est un chahut relatif que l'on observe aujourd'hui. Je dirais que moi, par rapport à ce que avance Sylvain, c'est aussi une question, disons, d'âge ou des différentes périodes sur lesquelles nous travaillons, mais j'ai tendance à trouver que finalement il y a de vieilles recettes qui sont prises par les insoumis. Alors évidemment, au goût du jour, avec des analyses adaptées à notre société. Sylvain Boulouc, vous souhaitiez réagir? Non, il y a des vieilles recettes, mais ces vieilles recettes se rapportent à des traditions qui sont plus marquées par l'histoire de l'extrême gauche, y compris parlementaire, que par l'histoire de la gauche. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a cette dimension. Et après, toute la question, alors ça, le PC n'était plus qualifié d'extrême gauche, pardon, je l'ai dit, mais il y avait toute cette dimension révolutionnaire qu'on retrouve dans LFI, qui était présente au sein du Parti communiste, et qui utilisait d'une autre manière, alors après tous les politiques utilisent le travail parlementaire pour faire de la politique, ça c'est normal, mais qui utilisait le travail parlementaire pour porter un certain nombre d'éléments qui étaient des éléments révolutionnaires. Oui, mais quand Clémenceau dit à Jules Ferry, vous n'êtes plus des ministres, vous êtes des accusés, lui aussi a un ton qui est un ton de rupture et un ton révolutionnaire. Je voudrais vous faire entendre une voix, vous allez la reconnaître. Il était ministre délégué à l'enseignement professionnel. Je parle évidemment de Jean-Luc Mélenchon, né le 5 mars 2002. Avec les 35 heures, la gauche et les socialistes ont fait le choix du refus du travail, du loisir contre le travail. Une caricature de la droite, un talent d'orateur, facile pour Jean-Luc Mélenchon de captiver son auditoire pendant plus d'1h30. L'heure est au bilan pour le PS, Chirac et la cohabitation en première ligne. Il avait le sentiment que ce qu'il avait entrepris manquait de force. Il demande aux Français, donnez-moi la force. Réponse, les Français lui envoient la gauche. Un discours radical, antilibéral, contre les fonds de pension, pour la fonction publique. Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon est socialiste. C'est pas la jungle ici, c'est la France, c'est une république. Et sur tous nos bâtiments officiels, il est marqué liberté, égalité, égalité. Oh, on n'est pas à vouloir voir qu'une seule tête, mais quand même. Et fraternité.
Est-ce que Gilles Candard, le parcours de Jean-Luc Mélenchon lui-même nous éclaire sur ce positionnement de LFI? C'est un parcours complexe au sein de la gauche, il faut le rappeler brièvement. Formation trotskiste, lambertiste dans sa jeunesse, puis une longue carrière au Parti socialiste, ministre de la gauche plurielle, rupture avec celle-ci en 2008. Est-ce que là, encore une fois, vous identifiez dans cette trajectoire un moyen de comprendre où se situe aujourd'hui la France insoumise? Vous hésitez? Oui, j'hésite, parce que bon, Jean-Luc Mélenchon a un parcours qui est sans doute pas terminé, hein, d'ailleurs. Et bon, évidemment, on peut dire que ce qui est surprenant, c'est qu'en principe, on est souvent habitué à des gens qui commencent très à gauche et qui se modèrent en vieillissant. Et Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il a été un membre de Benjamin du Sénat alors qu'il avait été militant trotskiste dans sa jeunesse. On peut dire qu'il donnait l'impression peut-être de commencer comme cela, mais effectivement, lorsqu'il a rompu avec le Parti socialiste, qui a fondé le Parti de gauche, qui s'est associé au Parti communiste, puis il a concurrencé le Parti communiste, on peut considérer qu'il a évolué en sens inverse. Bon, après, on peut avoir des appréciations critiques sur son parcours à tel ou tel moment. Mais pour moi, même si on a des appréciations critiques, je reconnais tout de même dans cette évolution un certain nombre, disons, de grands signes, disons, d'appartenance à une gauche qui peut être... C'est pour ça que Nicolas Rousselier proposait dans Le Monde hier d'appeler gauche radicale. Pourquoi pas? Je trouve qu'il a des signes... Nicolas Rousselier, le constitutionnaliste. Oui, historien, voilà, professeur à Sciences Po, je crois, toujours. Eh bien, donc d'autres collègues, d'une certaine manière. Voilà, donc je reconnais, disons, en Jean-Luc Mélenchon et dans la France insoumise, un certain nombre de caractéristiques qui appartiennent à l'ensemble de la gauche. Alors aujourd'hui, évidemment, avec un positionnement qui n'est pas très unitaire, parce que la France insoumise veut se faire une place aussi, donc évidemment, elle veut prendre des places parfois à ses partenaires éventuels, et puis donc c'est les sénatoriales aussi qui sont derrière tout ça. Bon, ça, je dirais que ça fait partie un peu du jeu classique de la politique. Et puis parfois, effectivement, des positions qui sont un peu des positions, disons, de rupture plus assumées, mais je ne vois pas en quoi ça sortirait, si vous voulez, du champ traditionnel de l'ensemble gauche, y compris dans ses versions les plus radicales, les plus révolutionnaires, si on veut, parce que la révolution, ça fait partie de l'histoire de la gauche, depuis les origines. Et vous avez raison, et je me suis trompé, Nicolas Rousselier, effectivement, est historien du politique et pas du tout constitutionnaliste. Sylvain Boulouc. Avec cette catégorisation, on peut faire rentrer LFI dans l'extrême gauche, puisque... alors comment faites-vous? Puisque la gauche va du centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche, rien n'empêche la catégorisation de Gilles d'être appropriée. Après, je voudrais bien revenir sur le parcours de Mélenchon. Allez-y, d'un mot. Parce que, donc, on a effectivement un début de carrière, une formation qui est très importante dans cette formation, qui était une formation de trotskisme, mais d'un type particulier, qui est le lambertisme, qui avait un très haut niveau d'exigence intellectuelle. Ça, c'est la première chose. Après, il a évolué comme un certain nombre d'autres lambertistes qui sont devenus des cadres socialistes, soit qui sont allés vers le centre-gauche, soit d'autres qui sont restés à la gauche du parti. Dans une stratégie d'entrisme, dit-on parfois. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, a priori, il n'y avait même pas... la question se posait même pas... Enfin, il est rentré, mais c'est pas ce qui l'a déterminé, contrairement à un autre groupe lambertiste qui s'appelait Convergence 84, qui, eux, ont tenté de faire de l'entrisme, ou comme l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, puis Premier ministre Lionel Jospin, qui était pour faire de l'entrisme. Là, qui est quand même devenu plus socialiste. Qui est devenu plus socialiste que... mais bon, après, donc, Jean-Luc Mélenchon évolue à la gauche du PS jusqu'au moment où, enfin, avec cette rupture en 2005 qui est importante, autour du nom de gauche au référendum sur le traité constitutionnel. Puis, il y a cette longue évolution avec plusieurs phases à l'intérieur de LFI. Et LFI, vous m'auriez demandé il y a quelques mois, voire même quelques années, voire quelques mois, me poser la question de savoir si LFI était d'extrême gauche, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, pour moi, la question ne se pose plus, en fait, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a renouvelé alors cette question, ce questionnement? C'est les questions programmatiques, c'est un certain nombre de prises de position de LFI dans l'espace public,
Par exemple, pendant très longtemps, ils étaient très réticents sur l'opposition force de l'ordre. Ils sont beaucoup plus dans une recherche de la confrontation indirecte, pas directe. C'est pas des Black Blocs directement, mais il y a cet aspect-là. Il y a toutes les questions internationales où ils ont un positionnement qui ressemble fortement à tous les autres groupes d'extrême gauche, qui n'est pas le cas des autres formations de la gauche plus traditionnelle. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'il y a eu un déplacement qui est rendu possible aussi parce que le rapport de force a énormément changé à gauche. Puis dernière toute petite chose, quand on regarde le groupe parlementaire de LFI, c'est tout à fait passionnant parce qu'il y a un certain nombre de cadres et de parlementaires de LFI qui viennent et qui ont une formation, plus qu'une formation, et qui sont restés soit pour certains encore lambertistes, soit pour d'autres encore plus militants au NPA, mais proches, très très proches du NPA. Sur l'avant-dernier point soulevé par Sylvain Boulouc, Gilles Candard, est-ce que vous avez observé vous-même un déplacement idéologique, programmatique, un déplacement de positionnement au cours des derniers mois ? Moi, je ne suis pas en désaccord avec tout ce que dit Sylvain, mais certains députés, par exemple, effectivement, sont, comme tu les décris, après ils peuvent parfois évoluer, mais tous les députés LFI ne sont pas non plus forcément comme cela. Et comme la LFI évite soigneusement de faire des congrès et, disons, avoir des explications internes, il y a l'état gazeux, un certain flou, qui permet, suivant les campagnes, suivant les périodes, d'aller plus vers l'extrême, disons, ou parfois plus vers la gauche. Et moi, ce que je retiens, et je trouve très intéressant actuellement, c'est qu'il y a eu tout de même, il y a quelques temps, toute une période où les dirigeants de LFI ne voulaient plus qu'on emploie les termes de gauche, où ils récusaient la notion de gauche. Donc aujourd'hui, le fait de vouloir les classer à l'extrême gauche provoque de leur part la volonté de bien se marquer comme étant à gauche. Donc moi, je trouve intéressant pour l'avenir que, disons, qu'on les classe à l'extrême gauche ou pas, cette revendication d'appartenance à l'ensemble de la gauche. Quelque part, par rapport justement à toutes les ruptures qui professent parfois, je trouve cela plutôt, disons, rassurant pour l'ensemble de la gauche. Rapidement, mais reste à le démontrer. Rapidement, Gilles Candard, que pensez par ailleurs de l'expression de gauche radicale ? Est-ce que là aussi, elle permet de créer, de fonder une catégorie opérante pour comprendre où se situe la LFI ? C'est ce que proposait effectivement Nicolas Rousselier hier. Bon, pourquoi pas. En tant qu'historien, je me suis dit, je parlais de l'extrême gauche de Clémenceau tout à l'heure, gauche radicale, c'était le nom de l'autre groupe des radicaux modérés. Je crains que ça entraîne une certaine confusion. Mais vous savez, les mots, ils n'ont que des emplois. J'avais un professeur d'histoire très, très sévère, mais Albert Soboul, qui nous disputait en disant les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. Je crois que c'est quelque chose peut-être à garder. Si ça permet, disons, de classer les choses plus facilement, on peut le faire, mais ce qui compte, à mon avis, c'est surtout de savoir après comment politiquement les différents groupes se retrouvent. Sylvain Boulouc, en quelques mots. Après, il y a deux éléments qui sont importants. C'est que LFI veut aller seul à un certain nombre d'élections. Et la deuxième chose qui me semble très importante, c'est que systématiquement, ils accusent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux à gauche d'être des traîtres. Et ça, c'est une caractéristique qui fait partie d'une culture politique qui relève de l'extrême gauche. Merci à tous les deux de ces points historiques, de ces analyses. Gilles Candard, historien spécialiste des gauches, membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès. Sylvain Boulouc, historien des gauches, auteur de Communisme et syndicalisme dans la France entre l'entre-deux-guerres. C'est un ouvrage qui paraît aujourd'hui aux éditions du CERF. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral, Mathias Mégy. À suivre après le journal, une autre question. Comment la révolution a-t-elle affaibli le contrôle des élus ?